Les rayons dorés du soleil de juin filtraient à travers les rideaux de dentelle du salon familial. Julie, 24 ans, ajustait nerveusement le col de sa robe bleu marine, celle qu'elle portait toujours lors des grandes occasions. Aujourd'hui était un jour particulier. Sa sœur aînée Léa venait de recevoir son diplôme en médecine, après 6 années d'études acharnées. « Ma grande docteure !» s'exclamait papa, en débouchant une bouteille de champagne millésimée qu'il gardait précieusement depuis des années. Les bulles dorées dansaient dans les flûtes en cristal, celles réservées aux moments exceptionnels. Maman rayonnait, ses yeux pétillants de fierté maternelle. Léa, 25 ans, souriait avec cette assurance tranquille qui la caractérisait depuis l'enfance. Ses boucles châtaines encadraient un visage lumineux, et sa robe blanche immaculée la faisait ressembler à un ange. Elle avait toujours eu cette élégance naturelle qui attirait les regards et les compliments. « Attends, ma chérie », dit papa en disparaissant quelques instants vers le garage. « J'ai une petite surprise pour célébrer ton succès. » Le cœur de Julie se serra légèrement. Elle repensa à sa propre remise de diplôme, 6 mois plus tôt, quand elle avait obtenu sa licence en philosophie avec mention très bien. Cette journée avait été plus discrète, presque passée sous silence. Papa revint, un trousseau de clés à la main, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. « Léa, ma fille », sa voix tremblait d'émotion. « Tu vas accomplir l'extraordinaire. Alors voici de quoi commencer ta nouvelle vie dans les meilleures conditions. » Par la fenêtre, une Tesla Model 3 blanche étincelait dans l'allée, ornée d'un énorme nœud rouge. Léa porta ses mains à sa bouche, les yeux écarquillés. « Papa, maman, c'est pour moi ?» balbutia-t-elle. « Entièrement pour toi, ma docteure. Tu le mérites amplement. » Léa se jeta dans les bras de leurs parents, les larmes aux yeux. Julie applaudit sincèrement, refoulant la pointe de jalousie qui lui pinçait le ventre. Sa sœur avait travaillé dur. Elle méritait cette reconnaissance. « Et maintenant ?» dit maman en se tournant vers Julie. « Occupons-nous de toi, ma grande. » Le cœur de Julie s'accéléra. Ses parents avaient-ils prévu quelque chose pour elle aussi? Peut-être pas une voiture, mais au moins un cadeau symbolique pour son diplôme? Maman disparut dans le placard sous l'escalier et en ressortit avec un sac plastique de supermarché. Elle le tendit à Julie avec un sourire qui se voulait maternel. À l'intérieur, des produits de nettoyage. Une bouteille de détergent, des éponges jaunes, des gants de vaisselle rose, un paquet de lingettes désinfectantes. Le silence tomba comme une chape de plomb dans le salon. Même le tic-tac de l'horloge grand-père sembla s'arrêter. « Puisque tu as choisi cette voie inutile, » déclara maman d'une voix posée mais ferme, « aide à la maison maintenant. Au moins, ça servira à quelque chose. » Julie sentit ses joues s'empourprer. Ses doigts se crispèrent sur l'anse du sac plastique qui crissait sous la pression. Elle leva les yeux vers papa, espérant un regard complice, une plaisanterie, n'importe quoi qui pourrait atténuer l'humiliation. Mais papa détournait le regard, soudain très intéressé par son verre de champagne. Léa baissa les yeux, visiblement gênée, mais ne dit rien. Personne ne dit rien. « Merci », murmura Julie d'une voix étranglée, un sourire forcé aux lèvres. « C'est très pratique. » Elle monta dans sa chambre d'un pas qu'elle voulait digne, ferma la porte derrière elle et s'adossa contre le bois. Les voix joyeuses reprirent en bas, comme si rien ne s'était passé. Julie ouvrit son ordinateur portable et consulta ses relevés bancaires. 2 847 € d'économie, fruit de ses petits boulots étudiants, suffisant pour prendre un nouveau départ, loin d'ici. Ce soir-là, tandis que la famille célébrait Léa dans le meilleur restaurant de la ville, Julie vida méthodiquement ses tiroirs, ses livres de philosophie, ses quelques bijoux, ses vêtements préférés. Tout tenait dans une grande valise. À 1h30 du matin, dans le silence de la maison endormie, elle posa une lettre sur son oreiller. « Je pars prouver que mon diplôme n'est pas inutile. Julie. » Elle descendit l'escalier sans faire craquer les marches, ouvrit la porte d'entrée avec précaution et referma doucement derrière elle. Sous la lumière blafarde du réverbère, la Tesla de Léa brillait comme un reproche. Julie détourna les yeux, saisit fermement sa valise et s'éloigna dans la nuit. Le premier bus régional partait à 5h47. Julie s'installa près de la fenêtre, sa valise serrée contre ses genoux comme un bouclier. Dans sa poche, son téléphone vibrait sans cesse. Papa, maman, Léa.
Elle l'éteignit d'un geste ferme. Le paysage défilait doucement. Champs de blé dorés, petits villages endormis, clochers pointus perçant la brume matinale. Chaque kilomètre l'éloignait de sa vie d'avant. Julie sentait un mélange étrange de terreur et de libération lui nouer l'estomac. « Terminus, Sainte-Marine », annonça le chauffeur 3 heures plus tard. Julie descendit dans une petite gare aux murs de pierre blonde. Elle se souvenait de cette ville côtière visitée en terminale lors d'un voyage scolaire. 8000 habitants, une plage de sable fin, des maisons aux volets colorés, un endroit où recommencer, loin des regards qui la jugeaient. Ses économies, 2847 € exactement. De quoi tenir quelques mois si elle était prudente. Le premier café qu'elle aperçut s'appelait Chez Rosa. Façade crème aux volets verts, terrasse ombragée par une glycine centenaire. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. Tables en bois patiné, comptoir en zinc, photos en noir et blanc des pêcheurs locaux. « Bonjour, mademoiselle. Que puis-je vous servir ?» demanda une femme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel, tablier fleuri noué autour de la taille. « Un café, s'il vous plaît. » Julie s'installa près de la fenêtre et sortit son ordinateur portable. Petites annonces immobilières, offres d'emploi. Il fallait s'organiser rapidement. « Vous cherchez à vous installer ?» La femme, Rosa selon l'écriteau, posa délicatement la tasse fumante devant elle. « Oui, je viens d'arriver. » Rosa observa cette jeune fille polie aux yeux fatigués. Elle reconnaissait cette expression, celle de quelqu'un qui fuit quelque chose. Il y a une petite chambre au-dessus du café. Simple, mais propre. 380 € par mois. Julie leva les yeux, surprise par cette gentillesse inattendue. C'est parfait. Je peux la voir. La chambre était effectivement simple. Un lit, une armoire, un petit bureau face à la fenêtre qui donnait sur la mer. Spartiate mais lumineux. Je la prends, dit Julie sans hésiter. Les 3 jours suivants furent un calvaire. Julie arpenta les rues de Sainte-Marine, CV à la main, au carrefour du centre-ville. Désolée, il nous faut quelqu'un avec de l'expérience en caisse. À la pharmacie Durand. Votre profil est trop qualifié. Vous ne resterez pas longtemps avec vos diplômes. Au bureau de tabac presse, on cherche quelqu'un du coin. Les étudiants, ça va et ça vient. Chaque refus était un coup de massue. Julie rentrait épuisée chez Rosa, commandait un café qu'elle faisait durer 2 heures en relisant ses notes de philosophie. Pour se rassurer, pour ne pas oublier qui elle était vraiment. Rosa l'observait discrètement. Cette jeune femme avait quelque chose de touchant. Malgré sa détresse évidente, elle restait digne, polie, ne se plaignait jamais. Le 4e matin, Rosa s'approcha de sa table habituelle. « Julie, c'est bien ça ?» Elle avait retenu son prénom dès le premier jour. « Oui, Madame Rosa. J'ai une proposition à vous faire. J'ai besoin d'une serveuse à temps plein. CDI, pile 398 € net par mois. Les horaires sont réguliers, 7h 14h et 18h 22h, avec coupure l'après-midi. Un dimanche sur 2 de repos. » Julie sentit ses yeux se mouiller. Après tant de portes fermées, enfin, une main tendue. « Pourquoi moi ?» Rosa s'assit en face d'elle, ses mains ridées posées sur la table. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un de stable. Pas de saisonniers qui partent au bout de 2 mois. Et puis, elle marqua une pause. Moi aussi, j'ai quitté ma famille à votre âge. Il y a 30 ans. Je sais reconnaître quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. » Julie essuya discrètement une larme. Parfois, continua Rosa doucement, partir c'est la seule façon de vraiment arriver quelque part. J'accepte. Merci Madame Rosa. Vous ne le regretterez pas. Appelez-moi juste Rosa, et bienvenue chez vous. Ce soir-là, pour la première fois depuis son départ, Julie s'endormit apaisée. Dans sa petite chambre face à la mer, elle entendait le ressac des vagues qui semblait lui murmurer que tout allait s'arranger. Mais à 3h02 du matin, son téléphone se mit à vibrer frénétiquement sur la table de nuit. L'écran s'illumina, 14 appels manqués de maman, puis un SMS en lettres capitales qui glaça le sang de Julie. « Où es-tu ? Reviens, nous avons besoin de toi !» Julie fixa l'écran de son téléphone, le cœur battant à tout rompre. 14 appels manqués. Le message de sa mère clignotait comme une alarme d'urgence. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle composa le numéro familial. « Julie ! Mon Dieu, enfin !» La voix de maman était brisée, paniquée. « Où étais-tu ? Nous sommes fous d'inquiétude. Maman, que se passe-t-il ?
Votre message, c'est Léa. Elle a eu un accident avec sa voiture. Elle est à l'hôpital. » Le sang de Julie se glaça. Sa sœur, malgré tout ce qui s'était passé, restait sa sœur. Comment va-t-elle? C'est grave? Route mouillée hier soir. Elle rentrait de sa soirée de fin d'études. La Tesla a glissé dans un virage. Elle est partie dans le fossé. Maman sanglotait maintenant. Jambe droite fracturée. 6 semaines d'immobilisation minimum. Julie ferma les yeux, soulagée. Fracture. Pas plus. Elle va s'en sortir, maman. C'est l'essentiel. Mais tu ne comprends pas. Papa avait pris le téléphone. Sa voix tremblait d'épuisement. Nous ne pouvons pas gérer le restaurant sans aide. Léa s'occupait de toute la comptabilité et de la gestion pendant ses études. Avec sa jambe cassée, elle ne peut plus rien faire. Julie fronça les sourcils. Restaurant? Ses parents n'avaient jamais mentionné de restaurant. Papa, de quel restaurant parlez-vous? Le Gourmand, notre petite affaire familiale. Ça fait 18 ans qu'on l'a fait tourner. 4 employés, on s'en sort bien habituellement, mais là, sa voix se brisa. L'été dernier, on a tout rénové. Cuisine aux normes, nouvelle terrasse. 85 000 € d'emprunt. Si on ne peut pas assurer la saison estivale, les pièces du puzzle se mettaient en place. Léa aidait au restaurant pendant ses études de médecine. C'était pour ça qu'elle était si fatiguée ces derniers mois, si stressée. « Reviens, s'il te plaît », supplia papa. « Juste le temps qu'on se retourne. Léa ne peut pas bouger. Ta mère est débordée. Et moi, je ne connais rien aux ordinateurs. » Julie sentit la culpabilité familière lui serrer la gorge. Ce réflexe conditionné depuis l'enfance, sauver la famille, être celle sur qui on peut compter. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je reviens vous aider, mais temporairement. »« Oh ma chérie, merci, merci. J'ai des conditions, » continua Julie d'une voix plus ferme. « 3 semaines maximum. Je serai payée 1 200 € net et logée dans l'appartement au-dessus du restaurant. Et après, je retourne à ma nouvelle vie. » Silence au bout du fil. Puis papa accepta, la voix pleine de reconnaissance. Rosa comprit immédiatement quand Julie lui expliqua la situation le lendemain matin. « Vas-y ma petite. La famille, même compliquée, ça reste la famille. Ton poste t'attendra ici. » 3 heures de train plus tard, Julie se retrouvait devant Le Gourmand, un restaurant de quartier aux nappes à carreaux rouges et blancs. L'endroit avait du charme, avec sa façade en pierre et sa terrasse fleurie. À l'intérieur, c'était le chaos. Factures éparpillées, ordinateur éteint depuis des jours, commandes de juin non enregistrées. Julie découvrit l'ampleur du désastre, comptabilité en retard de 4 mois, tension avec les fournisseurs, TVA impayée. « Comment avez-vous pu laisser la situation se dégrader à ce point ?» demanda-t-elle à papa en examinant les relevés bancaires. Léa s'occupait de tout ça. Nous, on connaît la cuisine et le service, mais les papiers... Il haussa les épaules, penaud. Julie s'installa à l'ordinateur et commença à démêler l'écheveau administratif. Tableau Excel, relance fournisseur, mise à jour des stocks. Ses cours de gestion en option lui servaient enfin. 3 semaines plus tard, elle avait redressé la situation. Les comptes étaient à jour, les fournisseurs rassurés, la saison estivale sauvée. « Tu es formidable, ma fille », dit papa le dernier soir, les yeux humides. « On ne s'en serait jamais sorti sans toi. » Julie rangeait ses affaires, prête à repartir pour Sainte-Marine. Dans sa valise, elle glissa machinalement quelques papiers qu'elle n'avait pas eu le temps de classer. Ce n'est qu'une fois dans le train qu'elle les examina vraiment. Relevé bancaire de mars dernier. Une ligne la fit sursauter. Retrait de 25 000 € du compte épargne familiale. Date 15 mars, soit exactement 1 semaine avant l'achat de la Tesla de Léa. Elle sortit son propre relevé, celui où figuraient les 8 000 € que ses parents avaient mis de côté pour ses études de master. Compte vidé le même jour. Julie sentit ses mains trembler. L'argent de ses études avait servi à acheter la voiture de sa sœur. Ils avaient somme pris son avenir pour offrir le présent de Léa. Le train filait vers la côte. Mais Julie avait l'impression de sombrer dans un gouffre sans fond. Ses propres parents l'avaient volée, puis humiliée, puis rappelée par chantage affectif quand ils avaient eu besoin d'elle. Dehors, la campagne défilait sous un ciel de plus en plus sombre. « Tu as l'air épuisée, ma petite. » Rosa accueillit Julie avec un sourire inquiet. Ces 3 semaines ont été difficiles. Julie reprit sa place habituelle près de la fenêtre, face à la mer qui scintillait sous le soleil de juillet. Elle raconta tout à Rosa, le restaurant,
les comptes en pagaille, et surtout cette découverte qui lui retournait encore l'estomac. Mes propres parents ont utilisé l'argent de mes études pour acheter la voiture de Léa, murmura-t-elle, les yeux dans le vague. 8 000 € que j'avais économisés pendant des années pour mon master. Rosa posa une main réconfortante sur son épaule. La famille peut faire mal parfois, plus que n'importe qui d'autre. Mais au moins, maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Julie reprit son travail de serveuse le lendemain. Les gestes lui revenaient naturellement. Prendre les commandes, servir les cafés, essuyer les tables. Cette routine l'apaisait après les chaos administratifs du restaurant familial. C'est en portant un plateau vers la terrasse qu'elle remarqua l'homme qui travaillait dans l'arrière-salle. Grand, les cheveux châtains ébouriffés, concentré sur une planche de bois qu'il ponçait avec des gestes précis. Il portait un t-shirt blanc taché de sueur et un jean délavé. « Qui est-ce » demanda-t-elle à Rosa. « Théo, notre menuisier. Il rénove l'arrière-salle pour en faire un espace plus accueillant. Un garçon formidable, très intelligent. » Julie l'observa discrètement pendant plusieurs jours. Théo arrivait tôt le matin, saluait poliment tout le monde et travaillait avec une application remarquable. Il ne parlait pas beaucoup, mais avait toujours un sourire aimable pour les clients qui passaient voir l'avancement des travaux. Un jeudi matin, alors qu'elle nettoyait les tables proches de son espace de travail, Julie aperçut un livre posé sur sa caisse à outils, « L'être et le temps » de Heidegger. Elle s'arrêta net. « Vous lisez Heidegger » ne put-elle s'empêcher de demander. Théo leva les yeux de sa ponceuse, surpris. « Ah, vous connaissez ? C'est rare de croiser quelqu'un qui reconnaît Heidegger au premier coup d'œil. J'ai fait des études de philosophie. Cette question de l'authenticité existentielle me passionne. » Le visage de Théo s'illumina. « Vraiment ? Moi, j'ai étudié la philo en parallèle de l'architecture. Ces penseurs qui questionnent le sens du travail et de la réussite, ils m'ont sauvé la vie littéralement. » Ils parlèrent pendant 1 heure, oubliant le temps. Théo raconta son parcours. Architecte parisien dans un cabinet prestigieux, burn-out à 27 ans, reconversion dans l'artisanat du bois. J'ai tout quitté il y a 2 ans. Famille, amis, salaire confortable. Tout le monde me prenait pour fou. Mais regardez, il caressa la planche qu'il travaillait. Maintenant, je crée avec mes mains. Je gagne 1 800 € par mois. Je vis simplement, mais je suis heureux. Julie l'écoutait, fascinée. Enfin quelqu'un qui la comprenait, qui avait fait le choix difficile de l'authenticité contre les attentes sociales. Et vous ? Que faites-vous de votre diplôme de philosophie ici ? Julie rougit légèrement. Pour l'instant, je sers des cafés, mais ce n'est pas grave. Au moins, je suis libre. Vous pourriez donner des cours particuliers, suggéra Théo. Il y a plusieurs familles aisées dans la région qui cherchent du soutien pour leurs enfants en terminale. La philosophie au bac, c'est toujours délicat. L'idée fit son chemin. Julie se renseigna discrètement et découvrit qu'effectivement, la demande existait. Elle plaçarda quelques annonces dans les commerces locaux. Cours particuliers de philosophie, méthode, dissertation, explication de texte, 25 € heure. La première réponse arriva 3 jours plus tard. Madame Leroux, pharmacienne, cherchait une aide pour sa fille de terminale L. Émilie a du mal avec l'abstraction, expliqua-t-elle au téléphone. Nous payons bien, 25 € de l'heure, 2 heures par semaine. Julie donna son premier cours le samedi suivant. Émilie, 17 ans, était effectivement perdue face à Kant et Nietzsche. Mais Julie découvrit qu'elle avait un don pour rendre accessible ce qui semblait incompréhensible. Imaginez que la liberté kantienne, c'est comme choisir votre chemin dans un GPS, expliqua-t-elle. Vous avez les contraintes de la route, mais vous décidez de votre destination. Émilie sourit pour la première fois. Rapidement, Julie eut un 2e élève, puis un 3e. Sa réputation de pédagogue patiente et claire se répandait. Le soir, elle retrouvait souvent Théo au café après ses heures de travail. Ils parlaient de tout, Sartre et l'existentialisme, l'artisanat comme forme de méditation, leur rêve d'une vie plus authentique. « Vous savez, dit-il un soir en regardant le coucher de soleil sur la mer, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne autant ce besoin de cohérence entre nos valeurs et nos actes. » Julie sentit son cœur s'accélérer. Entre eux naissait quelque chose de doux, de naturel, sans précipitation. « Moi non plus, » avoua-t-elle. Ils marchèrent ensemble sur la plage, parlant de Héraclite et du temps qui passe, de la beauté des choses simples. Leur amitié évoluait vers quelque chose de plus profond.
comme une évidence tranquille. 2 mois s'écoulèrent ainsi, dans cette douceur nouvelle. Julie avait trouvé son équilibre. Le café le matin, les cours l'après-midi, les soirées avec Théo. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait à sa place. Puis son téléphone sonna, un mardi soir, brisant cette harmonie fragile. « Julie, c'est Léa. » La voix de sa sœur était tendue, suppliante. « Il faut que je te parle, c'est urgent. Je suis enceinte de 2 mois et Paul m'a quittée. Maman fait une dépression. J'ai besoin de toi pour gérer le restaurant définitivement. » Julie sentit son estomac se nouer en entendant la voix de Léa. Sa sœur pleurait au téléphone, ce qui ne lui ressemblait pas. Léa avait toujours été celle qui gardait le contrôle. « Léa, calme-toi. Raconte-moi ce qui se passe. » Tout s'effondre, Julie. Tout. Sa voix tremblait. Paul m'a quittée quand je lui ai annoncé pour le bébé. Il dit qu'il n'est pas prêt, qu'il veut faire carrière d'abord. Et maman, elle ne sort plus de sa chambre depuis 1 semaine. Julie s'assit lourdement sur son lit, regardant par la fenêtre les lumières du port qui scintillaient. « Comment va ta jambe ?»« Oh, ça va mieux. Mais ce n'est pas le problème maintenant. » Léa renifla. « Sans Paul, je ne peux pas assumer un bébé et les études d'internat. Et papa ne comprend rien à la gestion du restaurant. Les factures s'accumulent déjà. » Le chantage était subtil mais efficace. Julie reconnaissait cette technique familière, présenter une situation désespérée où elle seule pouvait sauver tout le monde. « Si tu ne reviens pas définitivement, » continua Léa, « on va perdre la maison familiale avec le restaurant. Tu veux vraiment que ton neveu naisse dans un HLM ? Que maman sombre complètement ?» Julie ferma les yeux. Cette culpabilité familière remontait, ce réflexe conditionné depuis l'enfance de porter tous les problèmes sur ses épaules. « Léa, j'ai une nouvelle vie ici. J'ai du travail, des projets. » « Quoi ? Servir des cafés et donner 2 cours par semaine ? » Le ton de Léa devint plus dur. « Julie, sois réaliste. Qu'est-ce que tu vas devenir avec ton diplôme de philosophie dans un village perdu ?» Ces mots firent mal, parce qu'ils réveillaient ses propres doutes. Julie raccrocha en promettant de réfléchir. Le lendemain, elle en parla à Théo pendant leur pause déjeuner sur la terrasse. Il l'écouta attentivement, mâchonnant son sandwich. « Qu'est-ce que tu ressens vraiment face à cette demande ?» demanda-t-il finalement. « De la culpabilité. Et de la colère aussi. J'ai l'impression qu'ils me voient non comme leur bouée de secours permanente. » Théo hocha la tête. « Tu vas passer ta vie à courir au secours de ta famille. Et nous, qu'est-ce qu'on devient ?» Cette question lui fit mal parce qu'elle était juste. Théo avait raison d'avoir des doutes sur leur avenir si elle cédait encore. Malgré ses réticences, Julie retourna chez ses parents le week-end suivant pour évaluer la situation. Elle trouva effectivement maman en robe de chambre à 14h, les cheveux défaits, regardant la télé d'un air absent. Mais ce n'était pas la dépression clinique que Léa avait décrite. Plutôt un passage à vide, compréhensible. « Maman, comment te sens-tu vraiment ? Fatiguée, ma chérie ? Tout ce stress avec l'accident de Léa, et maintenant cette grossesse ?» Elle soupira. Paul était un si gentil garçon. Léa arriva en fin d'après-midi, son ventre à peine arrondi sous un pull ample. Elle semblait fatiguée mais loin d'être abattue. « Alors, tu as vu dans quel état on est ?» dit-elle en s'asseyant dans le canapé. « J'ai vu que maman traverse une période difficile, mais qu'elle n'est pas dépressive, » répondit Julie calmement. Léa rougit légèrement. « Tu minimises toujours tout, comme d'habitude. Et toi, tu dramatises, comme d'habitude. » La tension monta rapidement entre les 2 sœurs. Papa tentait de faire la médiation, mais Léa explosa soudain. « Tu as toujours été plus intelligente que moi, Julie. Ça, tout le monde le sait. Mais ça ne t'a jamais servi à rien concrètement. Moi, au moins, j'ai choisi une voie qui rapporte. » Julie encaissa le coup. Cette jalousie qu'elle soupçonnait depuis l'enfance venait d'éclater au grand jour. « Une voie qui rapporte avec la voiture payée par Meus Économie d'études ?» répliqua-t-elle. Le silence tomba comme une chape de plomb. Papa baissa les yeux. Léa pâlit. « Comment tu... » J'ai vu les relevés bancaires. Mes 8 000 € d'études ont financé ta Tesla. Léa se redressa, sur la défensive. Papa et maman m'ont toujours dit que tu ne t'en sortirais jamais avec tes études bizarres. Ils comptaient sur toi pour rester et nous aider. Cet argent aurait été gaspillé de toute façon. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Leurs parents avaient planifié depuis le début qu'elle reste à la maison, qu'elle renonce à ses ambitions pour servir la famille. Maintenant tu comprends ce que ça fait d'être mise de côté, ajouta Léa avec amertume. J'ai peut-être eu la voiture,
Mais toi, tu as toujours eu leur admiration pour ton intelligence. » Julie réalisa que sa sœur avait grandi dans l'ombre de sa réussite scolaire, développant une rancœur profonde. Cette grossesse, cet abandon, cette demande d'aide, tout était mélangé dans un cocktail explosif de jalousie et de désespoir. Elle rentra à Sainte-Marine le cœur lourd, plus déterminée que jamais à ne pas se laisser manipuler. Mais Théo l'attendait avec une expression grave, qu'elle ne lui connaissait pas. « Julie, il faut qu'on parle. J'ai reçu une proposition aujourd'hui. » Julie sentit son cœur se serrer en voyant l'expression grave de Théo. Ils s'installèrent sur la terrasse du café, face à la mer qui prenait des teintes orangées sous le coucher de soleil. « Une entreprise canadienne m'a contacté. » commença-t-il en évitant son regard. « Ils développent un projet d'éco-village en Colombie-Britannique. Ils cherchent un architecte menuisier pour concevoir et construire des habitations durables. » Julie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Depuis quand es-tu en contact avec eux ? » Le premier appel date de la semaine dernière. Aujourd'hui, ils m'ont fait une offre officielle. Théo passa une main nerveuse dans ses cheveux. C'est exactement le type de projet dont je rêve depuis ma reconversion. Donner du sens à mon travail, créer quelque chose d'utile pour l'environnement. Et tu pars quand ? La voix de Julie était blanche. Le vol est dans 10 jours. Le projet démarre en septembre. Julie explosa. 10 jours ? Tu savais que j'étais en difficulté avec ma famille et tu prépares ton départ dans mon dos ? Ce n'est pas comme ça. Théo se leva brusquement. Je voulais t'en parler, mais en te voyant tiraillée par ta famille, je ne savais pas comment aborder le sujet. Ah, c'est parfait. Alors tu décides de fuir, c'est ça ? Je ne fuis pas, Julie. Cette opportunité, je l'attends depuis des années. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tes plans ? Théo la regarda enfin dans les yeux. Je comptais te proposer de venir avec moi. Mais avec tout ce qui se passe avec ta famille, il soupira. J'ai l'impression que tu ne pourras jamais vraiment partir. Il y aura toujours une crise, toujours quelqu'un à sauver. Ces mots firent l'effet d'une gifle. Julie réalisa qu'il avait peut-être raison. Sa famille avait-elle conditionné sa vie au point qu'elle ne pouvait plus saisir sa chance au bonheur ? « Tu es comme les autres », dit-elle d'une voix tremblante. « Tu pars quand ça devient compliqué. Ce n'est pas juste. Je t'aime, Julie, mais je ne peux pas vivre en attendant que tu choisisses entre ta famille et nous. » Ils se disputèrent violemment, chacun blessé et incompris. Julie, épuisée par les manipulations familiales, projetait toute sa frustration sur Théo. Lui, déchiré entre son amour et ses rêves professionnels, se sentait injustement accusé. « Si tu pars, c'est fini entre nous !» cria Julie, avant de claquer la porte. Théo partit le lendemain matin pour régler les formalités administratives. Julie ne vint pas lui dire au revoir. Parallèlement, elle apprit par un coup de téléphone de papa que la situation familiale s'était encore dégradée. Il avait tenté de vendre le restaurant à une chaîne de restauration rapide pour rembourser ses dettes sans consulter personne. « Comment as-tu pu prendre cette décision sans nous en parler ?» lui reprocha Julie au téléphone. « Je panique, ma fille. Avec Léa enceinte et malade, ta mère déprimée, les factures qui s'accumulent, je ne savais plus quoi faire. » Julie réalisa que tout son travail de redressement comptable était anéanti. Ses parents prenaient des décisions irréfléchies qui sabotaient ses efforts. Rosa la trouva un soir, assise seule sur la terrasse, une bouteille de vin rouge entamée devant elle. « Ma petite, tu ne peux pas continuer comme ça. Ils m'ont tous trahi, Rosa. Ma famille m'utilise comme une bouée de secours et Théo m'abandonne au moment où j'ai le plus besoin de lui. Théo ne t'abandonne pas. Il te propose de le suivre. Comment je peux partir alors que ma famille s'effondre ?» Rosa s'assit à côté d'elle. « La question n'est pas de savoir si tu peux partir, mais si tu as le droit de vivre ta vie. » Cette nuit-là, Julie but plus qu'elle n'aurait dû et s'endormit sur le canapé du café. Elle se réveilla avec une migraine et une tristesse profonde. Dans sa boîte mail, un message de Théo l'attendait, envoyé de l'aéroport. « Julie, je pars dans quelques heures, mais sache que je t'aime profondément. Tu es la femme la plus intelligente et courageuse que j'ai jamais rencontrée. Si un jour tu décides de choisir ton bonheur, tu auras toujours une place dans ma vie. Le Canada n'est pas au bout du monde. Mon cœur reste à Sainte-Marine avec toi. Théo. » Julie relut le message plusieurs fois, les larmes aux yeux. Elle avait laissé sa colère et sa peur détruire la plus belle chose qui lui soit arrivée. Maintenant, elle était seule face à ses démons familiaux et à ses choix de vie. Dehors, l'avion de Théo disparaissait dans les nuages gris de septembre.
Les premières semaines après le départ de Théo furent les plus sombres de la vie de Julie. Elle se levait chaque matin avec une boule au ventre, servait machinalement les clients du café et passait ses soirées à fixer l'horizon où l'avion de Théo avait disparu. Rosa la surveillait discrètement, inquiète de voir cette jeune femme si vive s'enfoncer dans la mélancolie. « Il faut que tu réagisses, ma petite », lui dit-elle un matin, en posant une tasse de café fumant devant elle. « La vie ne s'arrête pas parce qu'on a mal. » Julie prit une décision radicale. Silence radio total avec sa famille. Elle bloqua leur numéro de téléphone et se concentra uniquement sur sa propre reconstruction. « Je ne peux plus porter leurs problèmes, » dit-elle à Rosa. « C'est eux ou moi. Je choisis moi. » Avec Rosa comme mentor bienveillant, Julie commença à développer son activité de cours particulier. Ses 3 élèves réguliers étaient satisfaits de ses méthodes, et le bouche-à-oreille fonctionnait bien. Mademoiselle Julie rend Sartre accessible, s'enthousiasmait Madame Leroux. Ma fille a eu 15 au dernier devoir. Encouragée, Julie proposa à Rosa d'utiliser l'arrière-salle rénovée par Théo pour organiser des ateliers de philosophie le samedi après-midi. L'idée était innovante, réunir les adolescents de la région pour des débats socratiques sur des thèmes qui les concernaient. Philosophie appliquée à la vie quotidienne, expliqua-t-elle à Rosa. Épicure pour gérer l'anxiété des examens, le stoïcisme pour accepter les échecs, Socrate pour développer l'esprit critique. Le premier atelier attira 6 adolescents curieux. Julie leur proposa de débattre sur le thème. Peut-on être libre dans une société de consommation ? En 2 heures, elle vit des jeunes timides se transformer en penseurs passionnés. C'est génial, s'exclama Lucas, 16 ans. On peut enfin parler de vraies questions sans qu'on nous dise que c'est trop compliqué. En 4 mois, Julie avait 8 élèves en cours particuliers réguliers et 12 adolescents qui venaient aux ateliers du samedi. Rosa l'avait mise à temps partiel au café pour qu'elle puisse se concentrer sur cette activité qui la passionnait. Ses revenus atteignaient 2200 € par mois, 1200 € des cours particuliers, 480 € des ateliers et 520 € du café à temps partiel. Pour la première fois, elle gagnait vraiment bien sa vie en utilisant son diplôme de philosophie. Mais le succès attira l'attention. Un journaliste de France 3 Bretagne entendit parler de cette initiative originale et contacta Rosa pour faire un reportage sur les nouvelles approches éducatives en milieu rural. Une jeune philosophe qui révolutionne l'enseignement dans un café de village, titra son projet de reportage. Julie accepta d'abord, flattée par cette reconnaissance. Mais quelque chose la dérangea dans les questions du journaliste. « Vous êtes de la région ? Votre famille soutient-elle votre démarche ?» En creusant discrètement, Julie découvrit avec horreur que ce journaliste était un ami de Léa, rencontré lors de ses études de médecine. Sa sœur l'avait contacté en lui parlant de récupérer Julie par la flatterie. Le piège était subtil. Utiliser son succès naissant pour la ramener dans le giron familial, lui faire croire qu'elle avait besoin d'eux pour grandir. Cette fois, elle essaie de m'atteindre par la vanité, murmura Julie à Rosa. Plus de chantage affectif, mais de la manipulation par l'ego. Une semaine plus tard, Léa débarqua à Sainte-Marine, son ventre de 7 mois de grossesse bien visible sous son manteau d'hiver. Elle poussa la porte du café avec un sourire qu'elle voulait réconciliateur. « Julie, ma petite sœur, tu m'as tellement manqué. » Julie la regarda froidement depuis le comptoir où elle préparait un café. « Qu'est-ce que tu veux, Léa ? Je viens pour une réconciliation sincère. Et aussi... » Elle sourit malicieusement. « Pour te dire que le journaliste va passer demain. J'ai pensé qu'un témoignage famille apporterait une belle dimension humaine au reportage. » La manipulation était cousue de fil blanc. Léa comptait s'incruster dans le reportage, se présenter comme la sœur médecin qui avait toujours soutenu Julie, récupérer une part de la reconnaissance médiatique. « Sors de mon café, » dit Julie d'une voix glaciale, « et ne reviens jamais. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis enceinte, j'ai fait des kilomètres pour te voir. Tu as fait des kilomètres pour m'utiliser. Encore. » Rosa observait la scène, prête à intervenir. Les clients du café s'étaient tus, sentant la tension électrique entre les 2 sœurs. Léa réalisa que sa stratégie échouait. Pour la première fois, Julie lui résistait complètement. Julie refusa catégoriquement de participer au reportage et demanda fermement à Léa de quitter le café. Mais sa sœur, visiblement épuisée par le voyage et proche de l'accouchement, s'effondra soudain sur une chaise. « Je ne peux plus, Julie, » murmura-t-elle en se tenant le ventre. « J'ai tout gâché. » Pour la première fois depuis des mois, Julie vit sa sœur sans ses masques habituels. Léa semblait fragile,
perdue et sincèrement désemparée. Je suis seule, enceinte de 8 mois, sans travail. Paul refuse de reconnaître le bébé. Papa a vraiment vendu le restaurant en novembre à une chaîne. Pour presque rien, parce qu'il paniquait. Les larmes coulaient sur ses joues. Et maman, elle fait vraiment une dépression maintenant. Elle ne sort plus de chez elle depuis 3 semaines. Julie observait sa sœur, cherchant les signes de manipulation habituels. Mais cette fois, la détresse semblait authentique. « Où vis-tu maintenant » demanda-t-elle malgré elle. « Dans un studio que papa loue 600 € par mois. Nos parents ont dû vendre la maison familiale pour rembourser les dettes du restaurant. Ils vivent dans un 2 pièces maintenant. » L'effondrement était complet. Julie ressentit un mélange complexe d'émotions. De la satisfaction de voir que ses prédictions se réalisaient, mais aussi une tristesse profonde pour cette famille qui implosait. « Tu peux dormir ici cette nuit, » dit-elle finalement, « le temps que tu te reposes. Mais demain, tu repars. » Rosa prépara discrètement la petite chambre d'amis au-dessus du café. Léa s'endormit immédiatement, épuisée par la grossesse et les émotions. Le lendemain matin, leurs parents appelèrent, affolés par la disparition de Léa. « Elle est partie sans rien dire !» sanglotait maman au téléphone. Dans son état, elle aurait pu avoir un accident. Julie accepta de leur parler, mais posa des conditions claires. « Je veux des excuses. De vraies excuses pour l'argent de mes études, pour l'humiliation de la remise de diplôme, pour m'avoir utilisée comme bouée de secours. » Papa prit le téléphone, la voix tremblante. « Tu as raison, ma fille. On s'est mal comporté. On pensait que Léa nous rembourserait avec son travail de médecin et qu'avec ton diplôme de philo. » Il s'arrêta. « On n'avait pas le droit de décider de ton avenir à ta place. » C'était un début, mais Julie sentait que les excuses venaient plus de la détresse que d'une réelle prise de conscience. « J'accepte de vous revoir une fois, après l'accouchement de Léa, mais sans promesse de réconciliation. » 3 semaines plus tard, Léa accoucha d'une petite Clara de 3,2 kilos. Julie se rendit à la maternité, mue par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas. En voyant ce petit être innocent dans les bras de sa sœur épuisée, Julie ressentit une tendresse inattendue. Clara avait les yeux clairs de la famille et une petite bouche parfaite. « Elle est belle », dit-elle simplement. « Julie, je te demande pardon », murmura Léa en regardant sa fille. « J'ai été jalouse toute ma vie. Tu étais plus intelligente, plus cultivée, plus... tout. J'ai voulu te faire payer cette injustice. » L'injustice, c'était nos parents qui nous montaient l'une contre l'autre. Pendant les quelques jours où elle aida Léa avec le bébé, Julie découvrit quelque chose d'étonnant. Sa sœur avait conservé précieusement toutes les lettres que Théo lui avait envoyées depuis le Canada. « Tu les as interceptées ?» Julie n'en croyait pas ses yeux. Au début, oui. Je pensais que si tu oubliais ce type, tu reviendrais nous aider. Léa baissa les yeux, honteuse. Mais après l'accouchement, j'ai compris. Tu as le droit d'être heureuse. Julie ouvrit la première lettre avec des mains tremblantes. Théo lui écrivait chaque mois depuis son départ, racontant son travail au Canada, sa nostalgie de Sainte-Marine, et surtout son amour intact pour elle. « Ma Julie chérie, le projet avance bien, mais rien n'a de saveur sans toi. Les montagnes canadiennes sont magnifiques, mais elles ne valent pas nos couchers de soleil sur la terrasse du café. Tu me manques terriblement. » Une autre lettre, datée de décembre. « Je pense à toi chaque jour. Si tu me pardonnais ma lâcheté, si tu acceptais de me donner une seconde chance, j'ai mis assez d'argent de côté pour revenir. Le Canada peut attendre. Toi, tu es ma priorité. » Julie sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant tout ce temps, Théo lui restait fidèle à distance, espérant son pardon et son retour. « Pourquoi tu me les donnes maintenant ?» demanda-t-elle à Léa. « Parce que j'ai enfin compris ce que c'est que d'aimer quelqu'un plus que soi-même, » répondit sa sœur en berçant Clara. « Et toi, tu mérites cet amour-là. » Julie regarda sa nièce qui dormait paisiblement. Cette nouvelle génération grandirait peut-être dans un climat familial plus sain, si elles apprenaient toutes les deux de leurs erreurs. Il était temps d'écrire à Théo. Julie fixa la feuille blanche devant elle pendant des heures. Comment résumer 8 mois de silence, de colère et d'amour intact? Finalement, elle écrivit simplement « Théo, j'ai eu tes lettres, toutes. Pardonne-moi ma peur et ma lâcheté. Je t'aime. Julie. » Sa réponse arriva 3 jours plus tard, par téléphone. En entendant sa voix, Julie sentit son cœur exploser de joie et de soulagement. « Tu m'as manqué chaque seconde, » murmura-t-il. « Le projet se termine en avril.
Je rentre pour de bon si tu veux encore de moi. Je veux, dit-elle en pleurant. Je veux tout avec toi. Théo revint un matin de mai, barbu et bronzé par le soleil canadien. Leurs retrouvailles sur le quai de la gare furent d'abord timides, puis passionnées. Ils avaient changé tous les deux, mûris par la séparation et les épreuves. « J'ai appris à exister sans toi », dit Julie en caressant son visage. « Mais j'ai aussi appris que je ne veux pas. Moi, j'ai appris que tous les projets du monde ne valent rien, si on ne peut pas les partager avec la personne qu'on aime. » Théo loua un petit atelier en bord de mer et reprit ses créations artisanales. Julie, elle, continuait de développer son activité philosophique. Ses revenus atteignaient maintenant 2400 € par mois grâce à une clientèle fidèle qui s'étendait sur 3 communes voisines. Ensemble, ils imaginèrent un projet commun: transformer l'arrière-salle du café en véritable centre culturel associant philosophie pratique et création manuelle. Penser avec ses mains, créer avec son esprit, résumait leur démarche. Avec sa famille, Julie maintint une distance respectueuse mais sans hostilité. Elle voyait Léa et Clara une fois par mois. Sa sœur élevait seule sa fille, vivait modestement d'allocations et de quelques gardes en maison de retraite, mais semblait apaisée par la maternité. « Tu avais raison de partir », lui avoua Léa un dimanche, en regardant Clara jouer dans le sable. « Moi, j'ai mis 25 ans à comprendre qu'on ne peut pas vivre pour faire plaisir aux autres. » Leurs parents vieillirent rapidement après la perte de leur maison et de leur commerce. Papa travaillait comme intérimaire dans des cuisines de collectivité, maman faisait quelques heures de ménage. Ils ne s'excusèrent jamais vraiment, mais apprirent à respecter les choix de leur fille. « Je ne leur en veux plus », confia Julie à Rosa un soir. La rancœur, c'est un poison qu'on boit en espérant que l'autre en meure. Rosa sourit. À 60 ans, elle avait décidé de transmettre progressivement la gestion du café à Julie et Théo, gardant seulement l'appartement du dessus. « Vous formez une belle équipe », leur dit-elle. « Ce café a besoin de votre jeunesse et de vos idées. » 1 an après le retour de Théo, Julie reçut une proposition inattendue: animer une chronique philosophie sur France Inter, Sagesse du quotidien. Son approche concrète de la philosophie avait séduit une productrice en vacances à Sainte-Marine. « Tu y vas ?» demanda Théo. « Non », répondit Julie sans hésiter. « Ma vie est ici, avec toi, avec nos projets. La célébrité, ce n'est pas mon rêve. » Elle avait enfin compris la différence entre réussir et être heureuse. Par un dimanche d'automne, alors qu'ils se promenaient sur la plage où ils s'étaient rencontrés, Théo s'arrêta et sortit une bague de sa poche. « Julie, veux-tu construire une belle vie imparfaite avec moi ?» Elle éclata de rire à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Ils se marièrent l'été suivant dans le jardin de Rosa, entourés de leurs amis du village et des adolescents de Julie devenus grands. Léa était témoin, Clara dans les bras. Leurs parents assistèrent à distance, ayant appris à aimer sans posséder. Rosa prononça un discours émouvant sur les familles qu'on choisit et le courage de se choisir soi-même. Ce soir-là, Julie s'endormit contre l'épaule de Théo, face à la mère qui berçait leurs rêves. Elle avait appris que l'amour familial pouvait exister sans chantage et que le succès se mesurait à sa propre échelle. Elle n'avait pas gagné contre sa famille. Elle avait simplement choisi de vivre selon ses valeurs. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais on peut construire une belle vie avec des cicatrices. Si cette histoire vous fait pleurer, c'est peut-être parce que vous reconnaissez cette douleur, celle d'aimer une famille qui ne sait pas vous aimer en retour. Combien d'entre nous ont sacrifié leurs rêves sur l'autel des « tu devrais » et des « on compte sur toi » ? Combien ont étouffé leur vraie nature pour éviter les reproches et les comparaisons ? Julie était cette enfant brillante qu'on a brisée avec des mots, cette jeune femme courageuse qu'on a humiliée avec des produits ménagers, cette sœur généreuse qu'on a trahie avec son propre argent. Mais Julie a choisi de se relever. Si vous écoutez ces mots en pensant à vos propres blessures, sachez que vous aussi, vous pouvez choisir. Choisir de vous respecter, choisir de vous construire malgré eux, choisir d'aimer sans vous oublier. Votre famille ne détermine pas votre valeur. Vos cicatrices ne définissent comme pas votre avenir. Comme Julie l'a découvert, on peut construire une belle vie avec des cicatrices. Vous le méritez. Vous en êtes capable. Il n'est jamais trop tard pour commencer.